Alors, premier chiffre important, le chiffre qu'on attendait tous, combien de pourcentage de patients obèses en France à l'heure actuelle? 17%. On va voir qu'il y a une progression de 2% par rapport au chiffre de 2012. Donc, une personne sur deux à l'heure actuelle est en état d'obésité ou de surpoids en France. Et donc, je vous ai dit 17% d'obèses. Si on veut comparer, notamment avec les États-Unis, on est pratiquement à 50% de personnes obèses. L'Angleterre à 35% à l'heure actuelle. C'est vrai que la France, finalement, même si c'est un score élevé, est pas un si mauvais élève au niveau international que ça. Alors donc cette évolution avec notamment ce qu'on appelle l'incidence. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas apparus chaque année. Vous voyez, c'est la pente de la courbe. Vous voyez que on a l'impression quand même que la pente, elle est quand même beaucoup plus importante sur cette période 2012-2020. Hein, c'est à l'échelle. Donc, on a une progression importante de l'obésité en France. Je pense que tout le monde s'en est aperçu, mais qu'il fallait quand même le mettre au niveau scientifique sur papier. Quand on regarde au niveau régional, c'est vrai qu'on a cette distribution assez particulière en France où le nord et l'est de la France sont très touchés par l'obésité comparativement au sud et à l'ouest. Selon le sexe, l'homme et la femme sont assez équivalents. Vous voyez 17 et 16% sur 17,4 et 16,7 souvent hommes et femmes. À noter quand même que les femmes sont un peu plus obèses en termes de pourcentage, mais que le surpoids, c'est l'homme qui est largement devant, avec 53% obésité surpoids, alors que la femme, surpoids plus obésité, 40,3%. Donc, sachant que le surpoids est le lit potentiel de l'obésité. Suivant l'âge, on sait très bien que plus on vieillit, plus on a de chances de prendre du poids. C'est logique, l'activité physique diminue, la sédentarité, donc il y a beaucoup d'évolutions dans ce sens. Comme le disait tout à l'heure Annick, a souligné quand même la forte augmentation, la forte incidence dans la population 18-24 ans. Et ça, c'est vraiment un point important à souligner. C'est une tranche d'âge qui est vraiment à risque d'obésité et c'est souligné par l'enquête. Suivant les catégories socio-professionnelles, il y a une corrélation entre l'obésité et les catégories socio-professionnelles. Le niveau d'instruction, ça avait déjà été montré dans les anciennes études. Donc, c'est un fait. Les cadres sont moins obèses que les ouvriers pour différentes raisons assez faciles à expliquer. Donc, première question, comment on agit peut-être plus en amont, et deuxième question, sur laquelle on sera aussi amené à discuter, et peut-être même au fur et à mesure que l'étude d'OBEPI est amenée à vivre, comment on vit avec cette question-là, comment on vit collectivement avec, quelles sont les perceptions qu'on a, quel est l'environnement au travail, à l'école, de ces questions qui sont liées au surpoids, qui sont liées à l'obésité et qui pèsent en quelque sorte sur la vie des personnes concernées au premier chef, mais finalement qui est importante plus collectivement. Donc moi c'est ça que je retiens, c'est le caractère vraiment massivement social de cette maladie, et probablement des politiques publiques qui sont encore en train de se dessiner, sur lesquelles il y a probablement encore pas mal de marge de manœuvre pour pouvoir agir, et qui exigent une forme de vigilance collective par rapport à ces questions. Vous avez défini le problème, c'est un problème socio-économique aussi, et qu'on sait très bien qu'au niveau socio-économique, on a du mal à rattraper un peu tout le retard qu'on a pris. Il y a énormément de problèmes aussi psychologiques chez ce type de patient. C'est-à-dire que je pense, moi, qu'on parle beaucoup de nutrition, on parle beaucoup d'activité physique, et c'est important, ça fait partie de la prise en charge. Mais le problème psychologique est très peu abordé sur l'obèse. Et c'est vrai qu'à la Ligue, on a pas mal travaillé en ce sens, notamment avec la ligne d'écoute. C'est-à-dire qu'on a mis en place une ligne d'écoute, ça n'existait pas avant que nous le mettions en place. Et je trouve que d'écouter aussi les problèmes des gens, c'est aussi notre rôle. Donc, on n'a pas la solution. Je peux pas vous donner la solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut intensifier la prévention, qui est le meilleur traitement de l'obésité. Ouais. En cas d'échec de la prise en charge médicale à l'heure actuelle pour l'obésité dite massive, la chirurgie est devenue le traitement de référence. Alors avec une organisation depuis 20-25 ans qui a vraiment montré des résultats extrêmement satisfaisants, à l'heure actuelle, pour les patients en état d'obésité massive,
il est plus dangereux de ne pas se faire opérer que de se faire opérer, avec un résultat sur la qualité de vie et surtout sur le traitement des complications liées à l'obésité, on va en reparler. Donc c'est vrai que cette chirurgie, il faut qu'elle soit bien encadrée et elle l'est de plus en plus, avec notamment la Haute Autorité de Santé qui a écrit en 2009 les recommandations et avec une société savante très active qui permet de former les chirurgiens et surtout les équipes pluridisciplinaires, parce que la chirurgie de l'obésité, c'est pas que le chirurgien. On sait très bien que c'est l'endocrinologue, le médecin nutritionniste, la psychologue, les anesthésistes, les kinés, les APA. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui encadre un projet thérapeutique. Et ça, je pense que c'est important à préciser. Donc on a une solution chirurgicale extrême, c'est-à-dire que la chirurgie, c'est pas le traitement miracle, c'est le traitement de dernier recours. On a les options de prévention. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas de médicaments pour traiter l'obésité. Le seul problème, pourquoi on est là? Parce qu'on n'a pas de médicaments pour traiter l'obésité. Quand on a du diabète, quand on a de l'hypertension artérielle, vous avez des médicaments où l'endocrinologue, le médecin généraliste, il va te donner un traitement et tu vas être équilibré. Donc on va moins en parler. L'obésité, c'est tellement plurifactoriel. On a dit les causes psychologiques, mais il y a des causes aussi génétiques, hormonales, des gens qui ont des habitudes familiales, on va dire, qui sont pas bonnes. Enfin, je veux dire, c'est multifactoriel et c'est ça, je pense, le problème de l'obésité. Il est évident que pour moi, l'obésité, c'est une maladie sociale et donc la prévention, elle doit d'abord être au niveau social et collectif. Et c'est très difficile de penser que chaque individu va pouvoir, compte tenu du contexte général, changer son alimentation, faire de l'activité physique, quelle que soit sa classe sociale et son niveau d'éducation. Donc c'est vrai, je trouve que c'est très important et c'est pour ça que j'ai insisté sur le diapo que j'ai montré. La prévention de l'obésité, alors là je ne parle pas du traitement puisque dans l'obésité massive on est bien au-delà de la prévention et de tout traitement. Mais la prévention, pour moi, doit être quelque chose qui est pris en charge de façon collective. C'est vrai qu'il y a le Nutri-Score, il peut y avoir plein d'autres choses. Les personnes les plus pauvres et les moins éduquées n'ont souvent pas beaucoup d'argent pour s'acheter des aliments qui sont, on va dire, santé, hein, et on achète plutôt des choses qui sont grasses, qui sont sucrées, qui sont salées et qui ne sont pas bonnes, pas seulement pour l'obésité, mais pour le système cardiovasculaire et plein d'autres maladies. On sait très bien que l'obésité favorise le développement de maladies graves comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, l'arthrose. Alors vous voyez les chiffres sur la diapositive de l'évolution. Il faut bien comprendre qu'il y a un impact là aussi socio-économique qui est colossal. Quand vous avez des patients qui, en dessous de 25 d'IMC, 20% de la population a de l'hypertension artérielle, quand on est à 40% d'indice de masse corporelle, on passe à 42%, on double le risque de développer l'hypertension et toutes les conséquences de l'hypertension, notamment cardiovasculaire. Le diabète aussi est extrêmement important, on passe de 9% sur les gens traités ou qui ont été traités à 39% quand on est en état d'obésité massive, mais regardez même à 21% en obésité sévère. Le diabète, je vous rappelle qu'il y a des complications graves cardiovasculaires, neurologiques, rénales, avec des transplantations, avec énormément de problèmes. On n'a pas ciblé toutes les pathologies, mais vous voyez par contre que sur le cancer, on n'a pas de changement. Par contre, on sait très bien que là, il y a un biais dans cette histoire de cancer, parce qu'on sait très bien que, notamment dans les cancers hormonodépendants, et moi je suis très soucieux de l'évolution du cancer du sein avec l'obésité, il y a un lien entre le développement de certains cancers et l'obésité, notamment le cancer du sein, et dans les récidives du cancer du sein. Donc c'est vrai que le message, c'est peut-être la diapositive la plus importante pour faire comprendre aux gens que l'obésité, c'est un enjeu majeur socio-économique de santé publique, c'est cette diapositive-là. Le chiffre de 17%, il est important, mais si vous voyez cette diapositive-là, vous comprenez tout. Je finis sur la chirurgie bariatrique. Donc moi, je suis chirurgien bariatrique et c'est vrai que j'ai vu passer plus de 5000 patients dans mes consultations et que le message est toujours le même. Ce sont des gens qui ont lâché au bout d'un moment au niveau psychologique et qui n'ont pas pu mettre en place des règles nutritionnelles, des règles de vie permettant d'éviter l'obésité. Souvent, des gens agressés aussi dans l'enfance au niveau sexuel. On est en train de faire une étude qui montre qu'il y aurait 40% de personnes agressées sexuellement dans l'enfance et l'adolescence, 40% au niveau des patients en état d'obésité massive. Donc ça aura aussi un axe de combat et de lutte qui va être important pour la lutte contre l'obésité.
Mais cette chirurgie bariatrique, le message, il est important. Il est de dire, mais maintenant, nous avons une solution pour les patients qui sont en état d'obésité sévère, avec des comorbidités liées à l'obésité ou en état d'obésité massive. Il faut le faire dans des centres experts, en échec de prise en charge médicale. Il faut avoir été suivi au niveau médical. Et vous voyez qu'il y a quand même 2,8% de la population française qui a été opérée, en tout cas des obèses massifs, avec 41% à l'heure actuelle, 42%, qui ne présentent actuellement pas de surpoids. Donc ça ne veut pas dire qu'on a une réussite parce qu'on n'a plus de surpoids, parce qu'il y a aussi la qualité de vie, il y a aussi les complications. Mais ce que nous, on voit à l'heure actuelle au niveau de la chirurgie bariatrique, c'est qu'on a quand même à peu près 2/3 des patients qui ont un résultat satisfaisant, mais il y a une intensification au niveau du suivi, notamment pluridisciplinaire, qui est importante à mettre en place, avec notamment des leviers sur les consultations de psychologie, de nutrition, en suivi au long cours. Donc cette chirurgie bariatrique, il faut plus la diaboliser. C'est vrai qu'on était en combat au tout début, dans les années 2000, avec les médecins nutritionnels d'un côté et les chirurgiens. À l'heure actuelle, ça fonctionne beaucoup mieux. Tout le monde a compris qu'on était meilleurs ensemble pour proposer un traitement efficace et sécurisé à nos patients. Et moi, je pense qu'il y a un bel avenir là-dessus, en respectant bien évidemment des règles édictées par les tutelles. Alors, juste avant de commencer et parler de pédiatrie, je voudrais juste rappeler 2 chiffres. Le premier, c'est que 75% des enfants gros à partir de 10 ans le resteront toute leur vie. Mais 85% des adultes obèses ne l'étaient pas lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Donc, si vous avez bien suivi, l'obésité de l'enfant est différente de l'obésité de l'adulte. Là, vous avez l'évolution de l'IMC, les garçons et les filles. Donc, vous voyez qu'il y a une petite translation vers le haut. Et donc, ça a été fait sur des données de l'an 2000, avec des enfants qui étaient nés donc au moins 20 ans plus tôt. Donc, on n'est plus dans la même population. Donc, on voit qu'il y a eu peut-être une augmentation vers le haut de cette courbe d'IMC. Alors, quelques messages. Vous voyez là, sur la droite, on retrouve le rôle de l'obésité parentale. Le rôle de la génétique est absolument prépondérant en pédiatrie. N'importe quel enfant ne peut pas devenir obèse, quelle que soit son alimentation, et notamment quelles que soient ses boissons, puisque David les a évoquées. Le deuxième point, on retrouve chez l'enfant, bien sûr, la concentration des obèses dans les familles défavorisées. C'est normal, puisque les obèses adultes sont, du fait de leur discrimination, concentrés dans les familles défavorisées, et le rôle de la génétique étant prépondérant, c'est normal qu'il y ait plus d'enfants obèses dans les familles défavorisées. Le premier chiffre de 7 ans est très surprenant. On a beaucoup parlé avec le conseil scientifique et Gaël. Vous savez, les limites entre le surpoids et l'obésité, vous pouvez, à 100 grammes près, passer de l'un à l'autre. Et malheureusement, les limites entre le normopondéral et le surpoids, puis l'obésité chez l'enfant, est extrêmement ténue. Et donc, on en avait parlé, il y a sûrement et très probablement une surestimation. Je vous rappelle aussi que c'est un poids qui est déclaré, même s'il a été mesuré par les parents, et qu'il peut y avoir donc des petits. Parce que vous voyez, 34% des enfants de 2 à 7 ans en surpoids ou obèses, ça me paraît vraiment beaucoup, en tout cas sur les autres données dont on disposait auparavant. Et 18% sont obèses. On retrouve, pardon, je reviens en arrière, qu'on retrouvera tout le temps, plus d'enfants obèses dans les familles où l'un des 2 parents est obèse. Je vous rappelle donc le rôle absolument prépondérant de la génétique dans l'obésité de l'enfant. Quand on passe aux 8-17 ans, on a 21% des enfants en surpoids et obèses. Là aussi, ça paraît peut-être un peu beaucoup, mais c'est sûrement plus proche de la réalité. Je vous rappelle que les études OVP anciennes, on était à 15% environ, un tout petit peu moins. Donc on a l'impression d'une augmentation de l'obésité. Or, toutes les autres données disponibles, en France, vous savez qu'on n'est pas très très bon pour faire, sauf OVP, pour faire des études nationales. On a des études qui sont souvent régionales. Mais si on se compare aux autres pays industrialisés, on sait que depuis le début du siècle, la prévalence de l'obésité infantile, du surpoids et de l'obésité infantile, ne croît plus dans tous les pays industrialisés. La France étant un pays industrialisé, il n'y a pas de raison qu'elle croît chez nous. Si on prend les enfants obèses
donc pas en surpoids, mais uniquement obèses. Vous voyez que donc 6% de ces enfants de 8 à 17 ans sont obèses. Là aussi, on a une surprise, on a une surreprésentation des garçons. On n'a pas d'explication, bien sûr, mais il n'y a aucune raison de penser que les garçons sont beaucoup plus obèses que les filles. Aucune raison scientifique, en tout cas. On a bien évidemment toujours cette surreprésentation des parents obèses. Hein. Je vous rappelle, n'importe quel enfant ne peut pas devenir obèse. Et enfin, toujours, bien sûr, la surreprésentation des familles défavorisées qu'on retrouve absolument partout. Vous avez donc l'évolution ici en fonction de l'âge de l'étude OBEPI. Et là, un message intéressant. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'obèses avant 5-7 ans, puis moins après. Autre point à retenir, bien sûr sur les données de la littérature et pas uniquement ça, il faut savoir que la majorité des enfants gros avant 5 ans ne le resteront pas à l'âge adulte. S'il s'agit d'une évolution spontanée. Et 80% des enfants gros avant 2 ans ne le resteront pas. Pour ceux qui ont des gros bébés, vous avez parfois des enfants allaités qui sont très très gros, il faut savoir que la grande majorité de ces enfants gros ne le resteront pas. C'est une évolution spontanée. D'où l'importance de ne pas s'affoler et de ne pas mettre au régime, comme je le vois, des enfants d'1 an parce qu'ils sont gros. J'en vois rigoler, mais vous savez, c'est malheureusement fréquent et poussé par certains de mes confrères. Et donc vous voyez ensuite une diminution, et on le voit, c'est-à-dire qu'il y a une évolution spontanément favorable chez certains enfants, et on retrouve la même évolution spontanément favorable chez l'un de leurs parents, c'est-à-dire celui qui lui a généralement transmis les gènes. Alors en conclusion, c'est les chiffres qui sont là, je voudrais dire que si de toute évidence, chez l'adulte, l'obésité est une maladie à la fois somatique, avec les complications que vous connaissez bien, et psychosociale, chez l'enfant, l'obésité est avant tout une maladie psychosociale. Les complications somatiques sont très rares chez l'enfant obèse, en dehors de quelques exceptions bien évidemment. Et autre point important, il n'y a aucun lien entre l'obésité de l'enfant et le risque cardiovasculaire à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être gros jusqu'à 30 ans et maigrir après que l'inverse. Aux États-Unis, beaucoup de chercheurs ont qualifié la campagne contre l'obésité comme une stratégie de stigmatisation des pauvres, puisque effectivement, il y a un gradient social qui est extrêmement important, et je pense que l'étude qu'on a présentée aujourd'hui n'a cessé de le rappeler. Hein, donc c'est très important d'avoir cette dimension stigmatisation, d'autant plus que cette dimension stigmatisation, elle a aussi des conséquences. Hein. Vous avez dit maladie psychosociale. On a beaucoup les mouvements, j'ai envie de dire, en faveur de lutte contre l'obésité aux États-Unis et contre la stigmatisation de l'obésité ont énormément milité, se sont énormément organisés et ont obtenu à la Food and Drugs Administration, dans toute une série d'institutions, une représentation. J'espère que la France fera des progrès de ce point de vue-là, parce que cette stigmatisation, elle a aussi des conséquences en termes de médecine préventive. Hein. On le sait, les études américaines montrent que tendanciellement, les personnes obèses vont moins consulter, n'osent pas aller se faire un scanner. Et donc, il y a aussi une partie des conséquences médicales qui sont les conséquences de cette stigmatisation sociale. Je voulais vraiment insister sur ces conséquences induites. Après, il me semble, un problème qui est un problème essentiel. L'obésité et le surpoids ont des causes qui sont des causes multiples, variables, mais on voit bien que des déterminants socio-économiques sont vraiment au principe de cette obésité et viennent potentialiser les facteurs génétiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les politiques en France, en Europe et aux États-Unis, ce sont des politiques qui cherchent éventuellement essentiellement le gouvernement des conduites individuelles. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde le triptyque, l'État par ses politiques redistributives, les industries par la transformation de leur formulation et les comportements individuels qui sont, j'ai envie de dire, les 3 territoires ou les 3 domaines où on peut agir pour lutter contre l'obésité, eh bien finalement, très souvent, c'est la transformation du comportement individuel qui est la variable d'ajustement. C'est-à-dire que on met la pression pour faire plus de sport, on met la pression pour manger mieux,
la pression, je le dis de manière un peu rapide, hein, évidemment, il y a les politiques de promotion de la santé, et c'est important effectivement d'avoir ces politiques de promotion et de prévention, mais c'est vrai que quand on regarde aussi les rapports et le rapport de pouvoir qui existe entre l'État et les industries agroalimentaires, c'est un rapport de pouvoir qui a longtemps été défavorable à l'État. L'État, grosso modo, a été pendant très longtemps incapable de passer ou des mesures juridiques contraignantes, hein, obligeant les industries à reformuler leur offre. Alors on le sait pourquoi, hein, il y a eu le chantage à l'emploi en disant que ça allait coûter très cher. De ce point de vue-là, Nutri-Score, pour moi, est vraiment quelque chose, une victoire improbable, une victoire, même si ça reste une modalité qui est une modalité enfin, c'est pas encore obligatoire. Moi, j'ai été très surpris, on en a beaucoup parlé avec Serge Herbert, j'ai été vraiment surpris que finalement ça passe. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en termes de régulation de l'offre alimentaire. Pour le dire rapidement, l'État n'a plus beaucoup les moyens de faire des politiques redistributives, même si la crise du Covid a montré qu'on peut quand même trouver un peu d'argent quand c'est vraiment nécessaire. Les industries sont dans un rapport de pouvoir assez favorable avec l'ANIA qui est très active à la fois au niveau national et au niveau européen. C'est le premier employeur européen, l'industrie agroalimentaire. Et d'un autre côté, on a les citoyens. Et les citoyens, c'est la variable d'ajustement, c'est-à-dire c'est sur eux qu'on concentre l'essentiel des politiques de lutte contre l'obésité en leur demandant de modifier leur comportement individuel. C'est une partie importante des politiques de lutte, c'est certainement pas la seule. Moi, je pense qu'on s'est trompé. Il faut accepter de dire qu'on s'est trompé dans certains grands messages, notamment les régimes hyper restrictifs qu'on a connus dans les années 80-90. Pourquoi ? Parce que les patients, ils veulent perdre du poids très rapidement. Moi, je le vois en chirurgie, je leur fais raconter leur histoire. C'est tout le temps la même histoire. Ce sont des gens qui ont eu un événement de vie. À cet événement de vie, on a parlé tout à l'heure des agressions, mais ça peut être un décès dans la famille, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, rechoc psychologique qui vont compenser par une addiction. Que ce soit le tabac, la drogue, le moins cher à l'heure actuelle, c'est l'alimentation. Donc souvent, ça va être l'alimentation, la prise de poids. On prend du poids, on te culpabilise parce qu'on te dit finalement, tu es quelqu'un qui a très peu de caractère, tu n'arrives pas à gérer ton alimentation, sauf que, on l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas égaux devant le métabolisme. C'est-à-dire que moi, je vais manger une côte de bœuf, je vais prendre 2 kilos, elle va manger une côte de bœuf, elle va prendre 100 grammes. Vous voyez ? Donc il y a cette notion de culpabilité, qu'il va falloir travailler, bien expliquer au patient qu'il n'est pas obligatoirement coupable. Par contre, il faut que le patient, il ait un rôle, il soit acteur de son traitement, parce qu'il peut être acteur. C'est pas un cancer où une fois que tu as un cancer, finalement c'est la chimiothérapie, la chirurgie, l'équipe qui va t'aider, même s'il y a des facteurs pour éviter les récidives. Sur l'obésité, il peut être acteur et efficace. Mais il faut que ce soit fait avec des bons messages. Et je pense que les messages ont été mauvais à un certain moment. Il y a encore pas mal de personnes qui pensent que l'obésité, ça se traite en ne mangeant pas et en faisant du sport. Mais ça tient combien de temps ? Le cerveau humain, en tout cas c'est moi ce que j'analyse après 20 ans d'expérience de chirurgie de l'obésité, le cerveau humain n'est pas fait pour être en restriction toute la vie. Et le problème, c'est l'excès. Et c'est l'excès dans l'obésité, mais c'est l'excès dans le tabac, c'est l'excès dans la drogue, c'est l'excès dans tout. Et c'est le problème aussi de notre société, je pense. Moi, je suis très fier, très touché d'avoir été ici invité à présenter ces résultats. Merci à Odoxa parce que je sais que c'est un gros job que vous avez fourni et nous, ça nous permet maintenant de reposer des bases de travail pour essayer d'améliorer les choses. C'est pas facile, je le redis. Les Yaka Faucon, ça fait 20 ans que j'entends que ça. Yaka Faucon, on a vu que ça marchait pas obligatoirement. Donc il faut accepter le fait que c'est difficile. Il faut accepter le fait qu'on est dans une situation socio-économique difficile aussi, qui risque de l'être encore plus dans les années à venir à cause du Covid. Mais moi, le message, c'est qu'il faut faire vraiment passer que l'obésité, c'est une maladie avec des risques et des conséquences potentiellement graves. Il ne faut pas culpabiliser les patients, mais leur faire comprendre qu'ils sont aussi acteurs de leur santé et que la Ligue, elle est là pour les aider s'ils ont des questions et des soucis. Voilà. Merci à tout le monde pour cette très agréable matinée. Merci beaucoup.